Bonjour Rachid Iqbal, vous présentez à Hybride dans quelques jours le spectacle mis en scène par Julien Bouffier que vous avez écrit et que vous portez, que vous interprétez, Alger Terminal 2. J'ai l'impression que c'est plus que avoir écrit un texte pour un metteur en scène, c'est un morceau de vie, c'est quelque chose qui semble incroyablement mélangé à la vie, à votre vie, ou je me trompe? Non, bonjour Bruno. Non, c'est pas, si tu te trompes pas du tout, c'est vraiment, c'est un texte qui est quand même pour un récit autobiographique, on va dire. On peut parler d'autofiction. Et au départ, non, je veux dire, le cadre, on va dire, c'est autobiographique, et rapidement, ça devient de l'autofiction. Voilà, j'ai voulu glisser de l'autobiographie à l'autofiction. Je me suis appuyé sur du vécu, on va dire, sur de l'existant, comme on dit, plus rapidement après, me laisser embarquer par une fiction. Par l'histoire des autres, finalement. Exactement. Alors, un petit mot sur l'histoire, justement. Donc, le titre, évidemment, dit déjà pas mal de choses. Alger, ouais, Terminal 2. C'est une somme de choses. L'idée, c'était de parler de... C'est une trilogie, 3 formes différentes pour parler de l'immigration. Ma mère l'Algérie, Baba la France, Ma mère l'Algérie, la mémoire, recevoir l'Algérie par procuration, par l'histoire de la souffrance des mères, l'Algérie comme une souffrance, Baba, la France, et émigration, c'est exil, la guerre d'Algérie en France. Paf, je me suis dit, le père, la mère, la trilogie, il faut parler du gosse. Je voulais parler du gosse, je voulais parler de la 3e, 4e génération, et je me suis dit, bon, faut suivre le fil, il faut partir de moi, bêtement. Qui est de cette génération-là. Exactement, et enfin, juste après moi, je suis né pendant la guerre d'Algérie 59, à toute fin, et l'idée c'est un personnage comme le mien, 50 ans, rentre en Algérie pour marier son fils qui est musulman. Le père, lui, pas du tout, athée, complet, et je le place dans un aéroport, il est bloqué à l'aéroport d'Alger et il se souvient. Et il se souvient de son enfance, de la difficulté de porter la culture. Les cultures, j'ai envie de dire. Exactement. Parce qu'en réalité, il est double. Exactement, tout à fait. C'est du coup cette difficulté d'être à la fois et de venir. Et puis il se retrouve plongé dans le souvenir de son découverte de l'Algérie quand on l'a envoyé à 20 ans planter des arbres. Et là on va apprendre rapidement, pour un résumé mais très court pour amener la discussion, on apprend qu'il a rencontré une prostituée pendant cette période-là et on comprend que cette prostituée-là, des années passées, elle est morte pendant les années noires, comme on dit, en Algérie, 90, 2000, grosse période du terrorisme et des zones d'ombre sur l'Algérie. Voilà, et donc c'est lui, c'est à la fois, on parle à la fois de l'Algérie d'aujourd'hui, à l'Algérie d'hier et l'espoir de l'Algérie de demain. Voilà. Alors justement, sur ces 3 types d'Algérie, il y a une vraie question que le texte pose et qui est au fond évidente pour un franco-algérien, disons comme ça, pour quelqu'un qui est tendu entre ces 2 cultures, c'est qu'effectivement il y a un certain nombre de valeurs ici qui nécessairement se confrontent à des valeurs de là-bas. Je parle évidemment de la question du confessionnalisme, des communautés, des religions qui sont très actives dans tout le Maghreb et qui en France ont été, j'ai envie de dire, organisées de telle sorte qu'elles relèvent du domaine privé et seulement de lui. Alors c'est une distinction, une différence incroyablement tout à fait, qui a porté, j'imagine, ou riche à analyser. Moi je l'ai mis sur le terrain, je l'ai mis sur le théâtre comme on dit. Et j'en suis resté à la question. Et d'ailleurs mon personnage pose des questions. J'ai fait exprès de prendre le parti pris, et Julien l'a bien amené, de la discussion par mail avec le fils. Comme ça, on n'est pas dans le didactisme. Les questions que se pose le personnage, c'est mental, c'est par mail, mon fils, c'est accès à mon fils. Et en plus, il s'inquiète, il est juste dans l'inquiétude. Il est juste dans la question aussi.
il n'est pas dans... Il n'est pas doctrinaire. Ouais, il n'est pas dans le jugement. Il a juste une autre culture, en fait. Et lui, le père, il a juste une autre culture. Alors que c'est son fils. Exactement. Et il était en passe. Et lui, il a l'avantage, on va dire, de l'expérience. Il a vu où ça peut mener. Il a peur de ça. Et ça nous permet de poser la question jusqu'où on peut aller après. Attention. Ouais. Alors pour parler de tout ça, Julien Bouffier est juste derrière nous. Il y a justement donc un acte de mise en scène assez fort, qui donc, si je résume, confronte ce personnage dans son moment d'enfermement, ce huis clos, ces temps suspendus, à un dispositif technologique, un dispositif média, qui a pour fonction alors quoi, d'ouvrir son imaginaire, de poser un certain nombre de questions, d'élargir le spectre de sa pensée. Comment fonctionne ce dispositif multimédia autour de l'acteur que vous êtes? Ouais, il est assez léger. Julien, vraiment, il a accompagné, j'allais dire, le jeu de l'acteur. Il m'a laissé beaucoup de liberté dans le jeu. Je crois que le choix que j'ai fait en demandant à Julien de venir, c'était pour aller encore plus loin dans le théâtre documentaire. Ça m'intéressait. Le théâtre politique et le théâtre documentaire. On le vit comme quelqu'un qui... tout le dispositif scénique, c'est des projections. On montre les choses, on indique ce qui se passe, ce qui s'est passé, et ça en reste là. Voilà. Comme des citations, comme des bulles. Oui, après, bien sûr, il y a de l'intelligence quand même. Avec Laurent Rojolle, il y a tout le parcours du personnage sur la fin. Moi, j'aime beaucoup la fin. On peut pas en parler toujours de la fin, mais faut pas en parler. Mais faut pas en parler. Mais la fin justifie tout les images du début où on voit cet avion qui nous emmène là-bas. Et dans Julien est allé en Algérie avec nous. On a répété un tout petit peu à Béjaïa. Donc on a pris des images de là-bas juste à un moment qui était important sans dévoiler les choses. C'était les moments où l'Algérie venait de battre l'Égypte et se qualifiait pour la Coupe du Monde. Et il y avait quelque chose de très très fort parce que quand je dis on parle de demain, et au niveau du média aussi, c'est intéressant de regarder ça. C'est que l'espoir de l'Algérie, à un moment donné, la chose qui a rassemblé le peuple algérien, qui venait de se déchirer, qui a du mal à penser les plaies, et c'est à juste titre parce qu'il y a plein de choses qui restent dans l'ombre, c'était le peuple se retrouve autour de l'équipe nationale de football. Alors ça nous... Et je trouve ça terrible, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Cette anecdote m'amène à une dernière question politique. Là, c'est que justement, qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il y a en Algérie un espoir possible pour le peuple algérien, en dehors du football, au vu du contexte géopolitique qui nous travaille, qui nous arrive depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Ouais, moi j'y crois. Je suis sur un prochain projet, là, ça va s'appeler pour l'instant avec un auteur algérien, Areski Mellal, samedi, La Révolution. Areski Mellal, c'est un des rares auteurs algériens qui vit en Algérie et qui est édité, je sais pas. Mais en discutant avec lui sur le projet, c'est sûr que l'Algérie, il y a moins aujourd'hui, on se dit tiens, il se soulève pas le peuple algérien, et pourquoi c'est pas le même système, on va pas en parler pendant des heures, c'est pas le même système, mais c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire, c'est pas le même système, c'est pas le même contexte, mais il y a quand même derrière des choses qui se mettent en mouvement, et un jour ou l'autre. Vous avez l'impression que quelque chose d'irréversible s'est passé là depuis quelques temps? C'est irréversible. À un moment donné, là, on est dans un mouvement irréversible. Il y a d'un seul coup, comme si le peuple avait décidé maintenant, tous ces peuples, de se prendre en main. Et ça, c'est clair, ça sent qu'il y a une volonté d'individualisation aussi, parce qu'on était toujours dans un collectif. C'est bizarre ce que je veux dire, mais on a plongé la masse du peuple dans un collectivisme. Et là, il y a quelque chose de chacun prend en main son destin, même si c'est au sein de la communauté. Je sais pas comment dire autrement. Voilà, donc j'ai espoir que demain, l'Algérie, ça va suivre le chemin tracé par la Tunisie. Et qu'on peut espérer qu'on parlait des deux cultures, ces deux cultures des deux bords de la Méditerranée se regardent, se comportent autrement qu'elles ne l'ont fait depuis des décennies. Et c'est ça l'espoir aussi, pour l'Europe, je dirais. C'est ça l'espoir. Pour le nord de l'Europe. C'est ça l'espoir, puisque je regarde l'espoir, et puis je m'adresse à tous les Français, et non, l'espoir qu'il pourrait y avoir, c'est
souvent, il y a plein de philosophes qui disent en ce moment, l'Occident est en panne d'idées, l'Occident est en... Et il y avait un joli article dans un éditorial de Geoffrin l'année dernière, quand il était à Libé. Il a dit le soleil se lève vraiment en Orient, et au Moyen-Orient. Et je pense que c'est aussi cette richesse on a besoin de cet équilibre du monde. Il y a la pensée chinoise, il y a la pensée... il y avait un gros courant sud-américain qui était... on disait, tiens, c'est l'espoir de demain, l'Amérique du Sud, en ce moment, il nous trace un chemin entre les États-nations, pas les États-nations, mais socialisme, mais un peu plus progressiste, moins figé aussi. Et puis, aujourd'hui, on voit qu'il se passe quelque chose dans les pays arabes, et peut-être que ça va nourrir aussi la pensée occidentale, et vice-versa. Ils vont avoir moins peur d'être... j'espère que ça va être un sentiment comme ça, poreux. Et voilà, cette porosité, il faut la souhaiter pour que ça s'enrichisse. Ouais. Souhaitons-le. Merci, Rachid. Merci, Bruno.